Bonjour, je m'appelle Céline, je suis la cofondatrice de Résilience, une communauté de patientes et patients, de familles, d'amis, d'aidants, bref, de tous ceux qui, un jour, ont croisé le cancer sur leur chemin. La résilience, c'est l'aptitude à se construire et à vivre en dépit de circonstances traumatiques. Alors ici, nous allons tenter de donner vie à ce concept en tendant le micro à celles et ceux qui en parlent le mieux. Pas de conseils médicaux, pas de mode d'emploi, pas d'injonction, mais plutôt une pause, une rencontre, un témoignage, une voix. Aujourd'hui, je vous invite à écouter Axel. Lors de notre rencontre, Axel nous a confié que son cancer était sa plus belle expérience. Comme un drame qui a bouleversé sa vie, mais lui a donné l'envie furieuse de la vivre. À tout juste 16 ans, alors qu'il vivait depuis quelques mois avec une terrible douleur à la tête, on lui diagnostique une tumeur au cerveau. 1% de chance de survie. Fini le lycée, il passera plus de 2 ans de sa jeunesse à l'hôpital pour apprendre à vivre avec cette bombe à retardement. Axel subit de nombreuses interventions au cœur, aux poumons, et enfin 2 ans plus tard, il finit par se faire opérer du cerveau. Une opération redoutée et risquée, mais finalement miraculeuse. S'engage pour lui un long parcours de retour à la vie, comme une véritable renaissance. Et on arrive en bas au rez-de-chaussée de l'hôpital, et là, il allait se passer le moment qui a changé toute ma vie, c'est que ma maman a poussé le fauteuil roulant, et les portes vitrées se sont ouvertes, et on est arrivé sur le parvis de l'hôpital, et il y avait des feuilles qui volaient dans les arbres, et il y avait du vent qui soufflait, et j'ai ressenti le vent se poser sur mes joues, sur mon front, et j'avais juste oublié cette sensation depuis 2 ans. Ensemble, nous remontons le fil du temps, de ses 16 ans au trentenaire vibrant qu'il est aujourd'hui. Toujours déterminé à raconter son histoire, il encourage chacun à faire de sa vie la plus belle de ses histoires, à vivre et sentir pleinement. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous, c'est Axel Beccarlet. J'ai fêté mes 30 ans il y a quelques semaines, en mars. Je suis en pleine forme aujourd'hui et c'est assez incroyable parce que d'être là où j'en suis aujourd'hui, 10 ans après, c'est juste incroyable. C'est aussi incroyable que déconcertant d'ailleurs. Et voilà, je suis une vraie boule d'émotion, un grand passionné aussi et plein de choses à se raconter aujourd'hui. Tout a commencé du coup en 2007. Avant 2007, j'étais un adolescent qui avait tout pour être le plus heureux de la planète. J'étais ultra entouré des amis extraordinaires, une famille incroyable. Je voyageais aux 4 coins du monde tous les ans. J'avais des passions. Je faisais du sport à haut niveau, du tennis à haut niveau. J'étais passionné par l'automobile, le rap, la photo, plein de belles choses. C'est assez paradoxal. J'avais tout pour être heureux, mais j'avais un vrai mal-être en moi. J'étais tout le temps dans les dernières classes, j'étais tout le temps amoureux, c'est jamais réciproque, j'étais assez mal dans ma peau. Et puis voilà, et un jour, en 2007, on part aux États-Unis et au Canada en famille. Et c'est pendant ce voyage que tout a commencé, où j'allais avoir des premiers maux de tête. Mais comme moi, je suis myope, astigmate et hypermétrope, et qu'on faisait beaucoup de kilomètres, qu'il faisait chaud, etc., on ne s'est pas inquiété. Bon, c'était sûrement à cause du soleil, de la fatigue, etc. Et puis on a continué le voyage. Et c'est quand on est rentré à la fin du voyage en France, que la rentrée scolaire allait arriver assez rapidement au lycée. Tout s'est assez vite accéléré. Cette douleur, elle s'est vite transformée en une vraie souffrance qui prend le dessus sur tout, en fait. C'est un truc qu'on peut plus oublier, qui commence vraiment à être éprouvant. On enchaînait les rendez-vous chez les médecins, chez les différents médecins. Personne trouvait ce que j'avais. Un traitement pour la migraine, pour la fatigue, pour des carences. Mais il y a rien qui marchait. Et plus ça allait, plus c'était préoccupant. Je dormais plus de la nuit, j'étais épuisé. Mais à cet âge-là, on a envie de se lever tous les matins parce qu'à 16 ans, de se dire que quelque chose ne va pas et qu'il faut qu'on reste au lit, c'est super compliqué. Et donc, je me levais tous les matins pour aller à l'école. Et, malgré le fait que mes parents me disaient, mais reste au lit, t'es épuisé, t'en peux plus. J'y allais. Et puis, jusqu'à l'épuisement. Et un matin, en attendant la sonnerie au lycée, chez les Maristes à Lyon, sur la colline de Fourvière, j'ai fait ma première perte de connaissance. Et c'est un éducateur qui est venu me ramasser un petit quart d'heure après. Et ce matin-là, je suis retourné à la maison vers 8 heures du matin, à l'heure où tous les autres élèves arrivent à l'école. Et moi, j'étais dans le train, dans le TER, et je retournais dans l'autre sens, moi. Et à chaque arrêt, je voyais tous les élèves qui
qui venaient à l'école et moi je repartais à la maison parce que je venais de faire un malaise et que j'avais cette douleur qui tapait dans le crâne encore plus intensément que la veille, etc. Et ce jour-là, je me suis vraiment dit, Axel, il y a peut-être quelque chose qui va pas, c'est pas normal. Et c'est super dur de se dire à cet âge-là où on a juste envie de vivre notre vie de jeunes étudiants, d'aller draguer, d'aller faire des bêtises, d'aller voir les potes et tout, de retourner à la maison et de sentir qu'il y a vraiment un truc qui est pas normal. Ce jour-là, on s'est dit, il faut qu'on aille voir mon ophtalmo. 2 ou 3 jours après, j'avais rendez-vous chez elle, entre 2 rendez-vous, parce que normalement, il faut attendre 6 mois pour aller chez l'ophtalmo, mais on avait pris rapidement. Et puis, rien d'anormal. Et puis, à la fin, elle nous explique qu'elle va contrôler le fond de l'œil pour voir s'il se passe pas quelque chose derrière l'œil. Donc, elle nous inquiétait pas, elle disait derrière l'œil, mais ça voulait dire dans le cerveau, en fait. Et elle savait dans son métier que si c'était trouble, le fond de l'œil, c'est qu'il se passait quelque chose de grave dans le cerveau. Ce jour-là, le fond de l'œil il était complètement trouble. Là, elle s'est inquiétée. Elle nous a simplement dit, voilà, on va prendre rendez-vous pour une IRM du cerveau d'Axel dans les jours qui suivent pour aller voir ce qui se passe derrière l'œil. On a juste pris un rendez-vous comme ça. À ce moment-là, j'avais décroché l'école. J'y allais un jour sur deux, un jour sur trois quand j'avais l'énergie. 2 ou 3 jours après, je vais à l'école le matin. Et puis, je préviens mon professeur en début de cours que ma maman va venir me chercher au milieu de l'heure pour aller faire un examen médical. Et je me souviens de cette descente de la colline de Fourvière comme une descente aux enfers parce qu'à la maison, personne n'en parlait, ni ma sœur, ni mes parents, ni moi. Personne n'en parlait, mais on avait tous terriblement peur de ce rendez-vous parce qu'on savait qu'on allait finir par trouver quelque chose. Si là, si on trouvait rien, c'était pas normal, quoi. Puis je continue à redescendre ces marches et j'arrive place Saint-Paul. Et je vois la voiture de ma maman en double fil et je m'approche de la voiture et là je vois que ma maman elle était en larmes dans la voiture. Elle s'essuie rapidement les larmes en me voyant arriver et elle s'efforce à sourire et une fois de plus elle dit rien. Elle me dit juste alors ça s'est bien passé ce matin et tout et moi une fois de plus je dis rien et je dis juste ouais ça va ça s'est bien passé. Allez on y va quoi. Et on arrive dans une grande salle à Villeurbanne. On s'assoit sur des chaises qui sont autour d'une grande table rectangulaire avec plein de revues dessus. Et je me tenais de chaque côté de ma chaise parce que sinon je tombais de ma chaise. Et puis au bout d'un moment, il y a une dame qui arrive au bout de la salle avec sa petite blouse blanche et son petit stylo dans la poche comme ça là. Hop. Et elle dit Monsieur Vaekerle, ça se dit Vekerle, mais ça s'écrit Waekkerle. Donc c'est super compliqué. Donc c'est assez classique qu'on m'appelle Monsieur Vaekerle. Et donc on se lève, ma maman m'aide à marcher jusqu'à cette dame. Et là on arrive dans une petite salle qui doit faire 3 ou 4 mètres carrés. Et c'est une salle que je ne veux plus jamais revoir dans ma vie parce que c'est une salle où il y a un lavabo, un poster qui raconte un peu ce que c'est qu'une IRM, 2 tabourets et un porte-manteau. C'est assez simple comme endroit. Et on me demande de me mettre en blouse blanche, donc je me déshabille, je me mets en blouse blanche et puis on vient me chercher pour l'IRM et on me rentre dans le tuyau de l'IRM, un peu comme un tunnel avec un espèce de masque hyper proche là comme ça. Casque dans les oreilles avec un peu de musique, mais ça fait tellement de bruit l'IRM qu'en fait on n'entend pas la musique, donc en fait ça sert pas à grand chose à chaque fois. Je me dis mais pourquoi vous faites ça sert à rien du tout. Et puis je fais l'IRM, et puis au milieu de l'IRM, après une vingtaine de minutes à peu près, ils me sortent du tube, ils m'injectent le produit de contraste dans le bras, et donc à ce moment-là on a l'impression qu'on va vomir, mais ils m'avaient prévenu avant, et donc en fait on vomit pas, mais c'est super particulier parce qu'on a un masque juste là comme ça, et on a envie de vomir. On se dit si je vomis je m'étouffe quoi. Et en fait on vomit pas du tout. Puis on retourne dans le tube pendant encore quelques minutes et puis on termine. Je reprends un peu mes esprits parce qu'on a la tête qui tourne et tout. Et puis là, on me raccompagne dans cette petite salle où ma maman m'attendait. Ma maman est assise sur son tabouret et là, il y a un radiologue ou quelqu'un qui vient de voir les images qu'on vient de réaliser, qui rentre dans cette petite salle, qui ferme la porte derrière lui, qui nous demande de m'asseoir à côté de ma maman. Et il s'adresse à ma maman ce jour-là et il dit à ma maman Madame Vekerle, il va falloir faire vite. Votre fils est en danger. Axel est atteint d'une tumeur au cerveau. Et ce jour-là, j'ai juste vu ma maman s'écrouler sur son tabouret en me regardant avec un regard rempli de la peur de voir son fils mourir, quoi. Et moi, je me suis effondré aussi. Et à partir de ce moment-là, en fait, il y a tout qui s'arrête. C'est comme une détonation et on comprend tout ce qui se passe d'une seconde à l'autre. Et on vit avec cette bombe à retardement dans le crâne et ça fait peur, en fait, particulièrement à 16 ans, mais je pense qu'à n'importe quel âge, le mot tumeur au cerveau, ça fait super peur et on n'en sait pas plus à ce moment-là. Donc on repart juste avec ça.
Et on repasse devant ces deux dames de l'accueil dont j'ai parlé tout à l'heure, et c'était les premiers regards qui m'ont vraiment marqué sur les 3 ans qui allaient suivre. On est reparti dans la voiture, et la nuit était tombée sur Lyon. C'est une ville magnifique, c'est une jolie voiture, je suis avec ma maman, mais tout s'est arrêté, quoi. Il n'y a plus rien qui bouge dehors, il n'y a plus rien qui bouge dedans. C'est comme si tout s'était arrêté, quoi. Il n'y a plus rien d'autre qui compte, on ne pense à plus rien d'autre. Et on appelle sur le téléphone de la voiture, sur le Bluetooth, mon papa qui nous attendait et à la maison. Et on lui dit la nouvelle. Et lui, il a été juste incroyable. Il a été comme il serait mes parents, ma sœur, sur les 3 ans qu'elle allait suivre, plein d'énergie, plein de positif, jamais la détresse au regard. On était tous les deux en larmes dans la voiture et il nous dit, mais c'est génial, Axoul, ça y est, on va pouvoir te guérir, on sait ce que c'est bientôt fini, maintenant il n'y a plus qu'à, t'inquiète pas, on va t'accompagner, ça y est, c'est super, c'est une super nouvelle, rejoignez-moi à la maison, je vous ai préparé un petit dîner, c'est super et tout. Le truc de fou, quoi. Puis on est rentré à la maison et puis voilà. Quelques jours après, je vais rencontrer mon chirurgien, monsieur Raymond. On avait la chance d'avoir un des 2 meilleurs neurochirurgiens de France à Lyon. Entre-temps, j'ai réalisé le lendemain un petit examen où on me met plein d'électrodes sur le crâne pour analyser un peu ce qui se passe dans le cerveau. Et lui, du coup, entre-temps, il avait eu les images de la tumeur, de l'IRM, et ensuite l'examen de l'électroencéphalogramme, ça s'appelle. Et il avait tout ça, il avait découvert tout ça. Et il savait que c'était pas n'importe quoi parce que ce cas-là, il l'avait eu une fois dans sa carrière quelques années avant, et ça s'était pas très bien passé pour la patiente qui était décédée. Et donc, il savait un peu ce qu'il avait à faire. Et il arrive dans la salle d'attente, où on l'attendait, et il arrive, il se présente, un grand monsieur assez fin, les cheveux un peu grisonnants, des petites lunettes, un petit sourire au coin de la bouche, et il se présente à ma maman et moi, et on se lève, on le suit dans son bureau, et on arrive dans un bureau où il y a très peu de lumière. C'est assez sombre, il y a juste une petite lampe au-dessus de son bureau, il y a des images d'IRM, de cerveau un peu partout, et c'est un peu le souk là-dedans. Et il y a un fauteuil devant son bureau et un autre fauteuil un peu à l'écart. Ma maman s'assoit dans le fauteuil un peu à l'écart, et moi je m'assois en face de Monsieur Raymond, et là pendant peut-être 1 heure et demie on va se raconter. On va faire connaissance, on va se raconter nos passions, nos voyages, sa passion pour la moto. Moi, je fais du VTT, lui, il fait de la moto. On se raconte plein de choses, mais on parle pas du tout de maladie, de tumeur ou quoi que ce soit. Et puis, au bout d'un moment, il demande à ma maman de se rapprocher. Et là, il sort les images de mon cerveau. Il nous montre la petite tache qui est en plein milieu du cerveau, au milieu des 2 hémisphères du cerveau là. Et il nous explique que je suis atteint d'une tumeur pinéale, c'est une tumeur qui est située juste derrière la glande pinéale, en plein milieu du cerveau, là, entre les 2 hémisphères. Et il nous explique rapidement que pour l'instant, elle n'est pas cancérigène, et que ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, mais qu'elle grossit et qu'en fait, elle bloque tout le liquide céphalo-rachidien qui circule dans le cerveau habituellement. Et que du coup, c'est pour ça que j'ai des énormes douleurs dans le cerveau, que j'ai des maux de tête, les malaises, mon cœur qui bat dans le cou là et tout. C'est parce qu'en fait, c'est tout hyper en surpression dans le cerveau à cause de ce liquide qui stagne du côté droit. Et il nous explique que d'aller chercher cette tumeur en plein milieu du cerveau, c'est une folie, que j'ai une chance sur 1000 de m'en sortir, et que avant de penser à cette éventualité-là, on va essayer de me guérir différemment, quoi. Et il commence par me proposer un traitement au Diamox. C'est de la cortisone à forte dose, en me disant que ça peut peut-être ralentir l'évolution de la tumeur ou peut-être même la faire diminuer et du coup me soulager. Et donc on repart de là-bas avec un traitement, des ordonnances et tout pour un traitement au Diamox. La cortisone, normalement, ça donne beaucoup d'énergie. Et moi, ça me faisait complètement l'effet inverse. Ça me faisait dormir 20 heures sur 24. Et ce qui était bien, parce que quand je dormais, je souffrais plus, quoi. Je sentais plus les douleurs. Mais à chaque fois que je me réveillais, c'était un peu plus violent. Et donc, ça a duré pendant quelques semaines, peut-être 2 mois. On fait ce traitement au Diamox, et puis plus ça va, plus c'est compliqué. Plus je me sens partir petit à petit. Et donc, après plusieurs rendez-vous avec lui, avec les médecins, etc., il nous propose une première opération de la boîte crânienne. Entre-temps, juste après, le lendemain de mon début de mon traitement au Diamox, ma sœur était partie pour 6 mois à Shanghai pour son école de commerce. Et donc, elle partait à un moment où on savait pas trop où on allait de mon côté. Donc, le départ avait été ultra compliqué, et elle vivait tout ça à distance. Alors, on lui cachait un petit peu la vérité parce qu'à chaque fois qu'on la voyait sur Skype, j'essayais de paraître le mieux possible devant l'écran et tout, mais plus ça allait, plus c'était compliqué. Et du coup, elle allait vivre cette première opération du cerveau à distance.
Et c'est une opération qui n'était pas dangereuse, qui durait 1 heure et demie, qui s'appelait en fait la pose d'une dérivation, d'une pompe de dérivation. Donc, en fait, c'est une pompe qu'ils sont venus mettre dans la boîte crânienne à droite, du côté où stagnait le liquide dont je vous parlais, pour venir prendre ce liquide-là et le déverser grâce à un tuyau qui passe dans mon cou jusque dans mon estomac, pour déverser ce liquide dans mon estomac et pour essayer de me soulager. Et donc moi, moi je pensais que ça y est, c'était terminé, quoi, que j'allais faire cette opération. J'avais pas du tout peur de l'opération. Ça y est, 3 jours après, j'étais rentré à la maison et j'allais être guéri, j'allais retourner à l'école et c'était fini, quoi. Donc j'y allais avec plein d'entrain, plein de bonnes ondes et aucune peur, vraiment aucune peur, quoi. Et puis on a fait cette opération et le lendemain, je me souviens de me réveiller en salle de réveil et de plus avoir mal au crâne. C'était juste incroyable. Quelques jours, 3 jours après, je suis à la maison et quelques jours après, je retourne même à l'école. Et ça dure une dizaine de jours. Et d'un coup, en fait, c'est revenu du jour au lendemain. Et c'est revenu, là, c'était une vraie descente aux enfers parce que c'est revenu. C'était déjà ultra violent avant, mais là, c'était juste une autre planète, quoi. C'était comme si on essayait de m'abattre à chaque seconde, quoi. J'ai commencé à perdre la mémoire à court terme. Donc, je prenais une douche, une deuxième douche, une troisième douche. Je faisais des malaises. Enfin, c'était vraiment, vraiment violent. J'étais vraiment en train de mourir. Je me souviens de me sentir allongé sur mon lit et de sentir chaque clignement de paupières se fermer et se rouvrir avec l'impression que j'allais pas me réveiller, quoi. Ouais, c'était atroce. Et donc, à ce moment-là, j'allais fêter mes 17 ans. Et en fait, le chirurgien nous a expliqué que j'étais en train de mourir, en fait, et qu'on arrivait à la fin de l'année scolaire, et que le seul moyen de me sauver, c'était de faire cette opération qu'on redoutait depuis plus d'1 an maintenant, depuis 1 an, un peu moins d'1 an. Et ce jour-là, ma maman, elle dit au chirurgien qu'on a prévu d'aller retrouver ma sœur en Chine pour le voyage de cet été-là, d'aller la retrouver à Shanghai, et de faire Shanghai, Hong Kong et Bali. Et le chirurgien répond à ma maman ce jour-là qu'il faut qu'on parte vivre ce voyage tous les 4 en famille, que lui et son équipe ils seront disponibles de jour comme de nuit s'il se passait quoi que ce soit là-bas, mais qu'il fallait qu'on profite de ce voyage parce qu'au retour j'allais rapidement être opéré et que ça serait peut-être notre dernier voyage tous les 4, quoi. Et on est parti faire ce voyage, je faisais des malaises, je souffrais et tout, mais grâce à la photographie, ma passion pour la photographie, j'en garde des souvenirs parce que ça m'a permis de marquer des moments magiques. Mais plus ça allait et plus on allait vers Bali à la fin du voyage, qui est un paradis sur Terre, et plus ça allait et plus on flippait de rentrer. Et donc, on garde tous un souvenir amer de Bali parce que c'était pas du tout le paradis sur Terre pour nous. Et très vite, quand on est rentré à Lyon, 2 ou 3 jours après, on était accueillis à l'hôpital du Tonkin. Et ce jour-là, il nous explique que l'opération que l'on va faire, elle va avoir lieu en position assise, qu'on va m'ouvrir le cerveau du haut jusque dans le cou derrière et que le chirurgien va écarter les 2 hémisphères de mon cerveau et il va aller gratter pour essayer d'enlever tout ce qu'il faut enlever sans toucher tout ce qu'il faut pas toucher, quoi. Et que du coup, comme c'est en position assise, les anesthésiants vont traverser mon corps et vont descendre dans mon corps et donc vont passer près du cœur. Et donc, anesthésier un cœur, c'est pas très stratégique. Et du coup, il nous explique ce jour-là que sur la planète, il y a une statistique qui dit qu'il y a environ un cœur sur deux, donc une chance sur deux que mon cœur soit perméable ou imperméable. Et que s'il est perméable, alors il faudra faire une première opération du cœur pour installer un petit parapluie, ils appelaient ça un parapluie, au-dessus du cœur pour protéger le cœur. C'est vraiment un parapluie, c'est hyper imagé. Et donc, du coup, on fait une radio de mon cœur pour voir. Et forcément, mon cœur, à moi, il était perméable. Donc, on m'opère d'urgence du cœur. Et puis ensuite, je passe quelques jours à l'hôpital, le temps que je revienne à moi, etc., que les anesthésiants disparaissent et tout. Et je me souviens que je faisais des cauchemars la nuit parce que juste de peur qu'on ait touché mon cœur, je faisais des cauchemars comme quoi je faisais des arrêts cardiaques et tout. C'est super bizarre. Et j'avais toujours cette souffrance dans le cerveau en plus et tout. Et là, je rentre 15 jours à la maison avec des traitements en attendant que mon cœur, que tout ça se mette en place autour du cœur. Et là, ces 15 jours, c'est juste interminable parce que là, j'ai l'impression de mourir à chaque minute un peu plus fort. Et à cette période-là, je suis complètement dépendant. Je suis dépendant 100%. Je suis branché de partout pour respirer, pour manger, pour boire, pour faire mes besoins. En plus de la souffrance, de la peur, de tout ce qui va autour, de tous les soins. C'est des vingtaines de piqûres par jour. Quand la nuit tombe à l'hôpital et que le silence s'installe, c'est un mélange de silence et de terreur, en fait, parce qu'il y a le cri des autres patients qui résonne dans les couloirs, il y a la peur de s'endormir, il y a les bip bip qui veillent sur nous, enfin, c'est une situation atroce, quoi. Le soir qui a suivi, ma maman était avec moi dans ma chambre et d'un coup, j'étais
dans mon lit branché de partout et je me suis mis à transpirer, mais à être trempé dans mon lit. Et ma maman a appelé les infirmières d'urgence. Et en fait, il s'avérait que je faisais une méningite à cause de l'épuisement. Et donc ce jour-là, je suis monté en soins intensifs d'urgence pendant quelques jours. Et là, j'en ai aucun souvenir. Et quelques jours après, je suis redescendu dans la chambre, vivant. Vers 10 heures du soir, il arrive, Monsieur Raymond, avec sa grande blouse blanche et ses petits cheveux grisonnants et son sourire si touchant. Et il arrive dans la chambre, il reste debout à droite en face de mon lit et il vient et il m'explique qu'il vient ce soir parce qu'il doit venir me voir pour me dire des choses que je dois savoir. Et il m'explique qu'en fait, dans 2 jours, à 5 heures du matin, à peu près 5h30 du matin, on va venir me chercher pour me préparer, pour qu'on puisse me conduire au bloc opératoire pour le retrouver, parce qu'on va devoir faire cette opération qu'on redoute depuis 1 an et demi, et qui doit venir ce soir pour me dire que je dois savoir, je dois être au courant que j'ai peu de chances de revenir indemne ou vivant de cette opération. Et à 17 ans, dans l'état où j'étais, et après avoir entendu ça, moi, je lui ai juste demandé s'il avait le temps de faire de la moto. Parce qu'il était là jour et nuit et que je savais qu'il était passionné par la moto et que je le voyais ici jour et nuit. Et il a souri et il m'a répondu que c'était un petit peu compliqué. Et il est sorti de la chambre. J'avais pas peur de cette opération, moi, j'avais pas du tout peur de cette opération. Je pensais même pas à ce qu'il m'avait dit la veille, à ce que je savais le danger et tout. Je sais pas si c'est parce que j'avais pas la force de penser à tout ça ou parce que j'étais complètement déconnecté de par mon état ou parce que j'en avais pas peur, mais j'avais pas peur, j'avais juste envie que ça se passe. J'avais même hâte que ça se passe parce que j'en étais à un point où, à 17 ans, hein, c'est dur de dire ça, mais j'en étais à un point où je me disais, il faut juste qu'on y aille parce que quoi qu'il se passe, ça va être le moyen d'être soulagé, quoi. Donc j'avais juste hâte d'y aller. Et le lendemain matin, à 5h30 du matin, c'est une infirmière qui avait fait toute la nuit, qui finissait avec moi. Donc elle était un peu KO. Et elle me fait une douche à la bétadine, une douche toute jaune là, et qui sent pas très bon. Donc ça, c'est une douche qu'on fait. J'espère la faire qu'une fois dans ma vie, cette douche-là, parce que c'est pas la douche la plus agréable de la planète. Puis 5h30 du matin, c'est tôt en plus. Et puis après, elle me dit qu'elle va m'installer le cathéter pour l'opération. Et puis voilà. Et puis je quitte la chambre. Et je me souviens un peu comme dans Doctor House, dans les films, les lumières rectangulaires qui défilent au plafond comme ça. Les personnes, les brancardés viennent me poser devant le bloc opératoire, dans un couloir assez froid où il y a rien du tout et tout. Et les portes du bloc opératoire sont complètement ouvertes et je vois une lumière très forte dans le bloc. Et je vois à travers la porte Monsieur Raymond, mon chirurgien, qui prépare la pièce pour l'opération. Et je le vois ce matin-là rire les dents apparentes. C'est la première fois en 2 ans que je le vois rire les dents apparentes. C'est incroyable, alors qu'il sait ce qui va arriver, quoi. C'est fou. Entre-temps, il y a une des meilleures amies de ma maman, qui est infirmière au Tonkin, qui apparaît au-dessus de mon lit comme ça, Véronique Defond, et je m'y attendais pas du tout. Et elle vient me voir 5 minutes et elle me dit ça y est, Axel, c'est super, ça y est, c'est bientôt terminé, je te fais des gros bisous, ça va bien se passer, t'en fais pas et tout. C'était ultra rassurant, ça. C'était incroyable. Et puis d'un coup, on vient me chercher dans ce couloir et on me conduit au bloc et là, Monsieur Raymond m'explique qu'il va venir me poser un masque sur le visage et qu'il va me poser une question et qu'avant même que je réponde à la question, je vais m'endormir grâce à ce masque, à cet oxygène qui va m'anesthésier. Et moi, je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, je pense que ce que se disent 9 personnes sur 10 qui passent ici, je me suis dit, eh ben non, dans ma tête, hein, je me suis dit, eh ben non, moi, Monsieur Raymond, je m'endormirai pas et je répondrai à la question. Et puis en fait, il m'a demandé quelle marque de vélo j'achèterais si je devais acheter un VTT là aujourd'hui. Je me souviens encore de la réponse que je voulais lui donner et il a posé le masque sur mon visage et je me suis endormi. Ouais, c'est un petit échec, hein. Et là, je me suis endormi pour une quinzaine d'heures parce que pendant 9 heures, il allait être au milieu de mon cerveau. Pendant 9 heures, il a écarté les deux hémisphères de mon cerveau, il allait gratter comme ça en essayant d'enlever tout ça. Et après 9 heures, j'étais en salle de réveil. Et après une quinzaine d'heures, un peu moins de quinzaine d'heures, je vais me réveiller en salle de réveil et je vais vivre le réveil de ma vie parce que je me réveille et rapidement, je me rends compte que j'ai plus mal au crâne, que ça tape plus comme ça comme avant, comme depuis ces longs mois qui ont précédé. Et donc, malgré tout, c'est pas du tout confortable comme réveil parce que je sens que j'ai un grand bandeau blanc autour du crâne et que j'ai une grande cicatrice qui respire un peu en même temps que moi. C'est assez inconfortable. Et je vois la vie en double pour la première fois et je vais pas savoir tout de suite que je vois double et que je vois encore double aujourd'hui, mais je pense ce jour-là que c'est à cause des anesthésiens, des anesthésies. Donc je me rendors, je me réveille, je vois tout trouble, tout double, je vois des silhouettes qui apparaissent au-dessus de moi, qui me prennent ma main, qui disent mon prénom, qui disparaissent. Et je sais pas encore que j'ai plus de mémoire à court terme, que je sais plus tenir debout, que je sais plus marcher.
Je le sais pas encore ça. Et je me réveille petit à petit, je reviens à moi petit à petit. Et au bout d'un moment, on va me ramener à ma chambre. Et là, j'arrive dans ma chambre. Ça fait une quinzaine d'heures que ma famille, elle m'attend dans ma chambre. Et donc, c'est magique et à la fois, c'est terrifiant parce qu'en fait, je pense que le plus dur de tout ça, c'est que ça allait commencer maintenant parce que les mois qui ont précédé, j'étais plus conscient, je subissais, je m'accrochais, mais c'était plus dur pour ma famille que pour moi. Les mois qui ont précédé, c'était bien plus dur pour mon entourage que pour moi parce que moi, je subissais et je m'accrochais, quoi. Mais les mois qui allaient venir là, à ce moment-là, c'était ultra flippant parce que quelques jours après, quand je me suis rendu compte que je savais plus tenir debout, que j'avais le menton collé à la poitrine comme ça, que je voyais double, que j'avais plus de mémoire à court terme, que je mangeais toujours avec des cathéters, que je savais pas si j'allais retourner à l'école un jour, si j'allais remarcher un jour, si j'allais retrouver la mémoire, si j'allais réussir à revivre avec cette vision double. Je me souviens me dire quelques jours après, tout seul dans ma chambre à 17 ans, que c'était de la folie, que j'aurais mieux fait de mourir parce que j'allais jamais retrouver ma vie d'avant, quoi. Et c'était là le plus dur parce que psychologiquement, je suis complètement déprimé, physiquement, je suis KO. Et il faut se reconstruire, il faut reprendre confiance en soi, en la vie, en les autres, en tout, quoi. Chaque jour, on vient m'enlever les points de suture sur mon crâne et on refait mon pansement tous les jours. Petit à petit, on reprend de la visite, on reprend un peu du plaisir de voir la lumière du soleil le matin qui rentre dans la chambre. Petit à petit, on revient à la vie. Et un beau jour, quelques semaines après, il y a Nathalie Pelat, c'est la dame qui gère l'étage neuro, c'est elle qui coordonne tout, elle est incroyable, qui vient me voir dans ma chambre et qui me dit écoute Axel, ça y est, tu peux appeler ta maman, tu peux rentrer à la maison. Et là, c'était juste fou et je prends mon téléphone et je fais un message à ma maman. Et elle me répond qu'elle partait pour un rendez-vous, mais que du coup, elle fait demi-tour, elle passe prendre un sac avec des habits et elle vient me chercher. Et moi, ça faisait à peu près 1 an et demi que je vivais en blouse blanche, tout nu dessous. Et qu'est-ce qu'on est bien en blouse blanche, tout nu dessous. Parce que ce jour-là, ma maman, elle arrive avec un ispac, je me souviens, un ispac bleu. Et elle avait mis là-dedans un pantalon, un t-shirt, des chaussettes. J'avais complètement oublié tout ça. Et donc, elle me rhabille, on range un peu toute la chambre et tout. Et ça gratte, ça frotte, c'est horrible. Donc, c'était rigolo. Et puis, on m'amène à un fauteuil roulant. Je m'installe dans le fauteuil roulant et les personnes de l'étage viennent nous saluer, nous remercier. Nous aussi, on les remercie du fond du cœur pour tout ce qu'ils ont fait pendant ces longs mois. Et puis, on prend l'ascenseur pour se rediriger au rez-de-chaussée de l'hôpital pour partir. Ma maman était allée mettre la voiture juste en bas de la descente devant l'hôtel, devant l'hôpital, devant l'hôtel. Tu vois, j'ai passé tellement de temps que c'était un peu un hôtel. Ouais, c'est un peu ça. Et on arrive en bas au rez-de-chaussée de l'hôpital. Et là, il allait se passer le moment qui a changé toute ma vie. C'est que ma maman a poussé le fauteuil roulant. Les portes vitrées se sont ouvertes. Et on est arrivé sur le parvis de l'hôpital. Et il y avait des feuilles qui volaient dans les arbres. Et il y avait du vent qui soufflait. Et j'ai ressenti le vent se poser sur mes joues, sur mon front, et j'avais juste oublié cette sensation depuis 2 ans. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Ma maman s'est inquiétée, elle m'a dit qu'est-ce qui se passe, Axel, ça va pas, ça va pas. Et je lui ai dit mais si, mais maman, c'est fou. Je me ressens vibrer là, et j'avais oublié cette sensation et je pleurais comme un enfant. Et c'est un moment qui a changé toute ma vie parce que c'est cette sensation de se ressentir vivre et c'est quelque chose qu'on oublie trop facilement. Et je suis persuadé qu'il n'y a pas besoin de traverser des épreuves comme ça pour se ressentir vivre. Et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui vit de frissons tous les jours, de petites choses comme ça, de tous ces petits plaisirs, des sourires échangés avec des personnes qu'on ne connaît pas, une parole sympathique, ce vent frais sur les joues, des ombres qui se dessinent sur un mur, des petits plaisirs qu'on oublie trop facilement, mais qui sont juste des choses trop précieuses. Et ça a changé toute ma vie. Et à chaque fois que je raconte ce parcours dans des écoles, dans des entreprises, dans des associations, c'est le message que je demande de retenir, c'est celui-là, c'est de sortir de ce moment-là ensemble en ressentant un petit peu ce vent frais sur les joues et en ressentant un petit peu ces frissons qui vibrent en nous et tous les jours et de se ressentir vivre au quotidien, c'est trop précieux, c'est trop important. On a pris la route pour rentrer à la maison et il s'est passé deux choses, c'est qu'on n'arrêtait pas de s'arrêter toutes les 10 minutes avec maman parce que j'avais perdu l'habitude de voir les choses défiler derrière la vitre et donc j'avais la tête qui tournait, j'avais des vertiges et donc on s'arrêtait régulièrement pour que je reprenne mes esprits. Et une seconde chose aussi que je me disais, j'avais tout juste 17 ans et à chaque fois qu'on était arrêté à un feu rouge ou que je voyais des gens traverser devant la voiture ou marcher sur le trottoir, je me disais dans ma tête, mais c'est fou parce que
On passe tous l'un à côté de l'autre comme ça, sans même se regarder, sans même se prêter attention, sans même se dire bonjour, se partager un sourire. Et ça se trouve, ces gens-là, ils ont aussi un parcours de vie de fou comme ça, et peut-être même encore plus fou que ce que je viens de faire. Et ça se trouve, ils sont riches de plein de trucs eux aussi, et on se regarde même pas comme ça. Et je me souviens que ça m'avait marqué ça. Et quelque chose de notable aussi, c'est qu'en partant du Tonkin, les médecins nous avaient dit qu'ils ne savaient pas si j'allais retrouver la mémoire et qu'ils nous conseillaient d'aller voir les médecines parallèles parce qu'il y avait plein de choses qui pouvaient marcher et qui pouvaient me faire retrouver la mémoire. Et donc, on avait gardé ça en tête. Et là, je vais entamer une période de 6 mois de convalescence où pendant 6 mois, je vais rester dans la même place de mon canapé devant la cheminée à la maison et je pleure beaucoup. Je pleure quasiment toute la journée. J'écris beaucoup et je reprends des forces petit à petit. Et puis, je vais commencer la radiothérapie. Pendant un matin sur deux, il y a une ambulance qui vient me chercher devant la maison à la Tour de Salvani pour me faire traverser tout Lyon et m'amener à l'autre bout de Lyon, au centre Léon Bérard, pour faire ma séance de radiothérapie. 1 heure de radiothérapie tous les 2 jours. La radiothérapie, on est dans une grande salle qui doit faire 200 mètres carrés. Et au milieu de cette salle, il y a un moule de mon corps qui a été fait sur mesure, où je suis allongé sur le ventre dans ce moule. Et pendant 1 heure, il y a des rayons qui viennent de la gauche et de la droite, avec une odeur un peu de brûlé, c'est bizarre, et qui viennent m'irradier comme ça, et qui viennent finir d'enlever les résidus de tumeur qu'il y a dans mon cerveau et sur ma moelle épinière. Et petit à petit, on dessine dans mon dos, dans mon cou et dans mon dos, avec un feutre indélébile noir, tous les endroits qui ont été irradiés pour être sûr de rien louper. Et petit à petit, mon dos devient un peu comme dans Prison Break, une vraie carte du trésor. C'est assez stylé, ça. Et puis, je perds mes petits cheveux. Ça, c'est une épreuve en plus parce que perdre ses cheveux à 17 ans, ça peut paraître futile, mais c'est une vraie petite épreuve. Et puis, physiquement, là, c'est épuisant aussi la radiothérapie. Et puis voilà, je prends le temps de me reconstruire petit à petit. Et puis un jour, il y a un matin, il y a ma maman qui vient au bord de mon lit et qui me dit il y a une voisine qui lui a conseillé de m'emmener voir Monsieur Boutin, un hypnotiseur qui est dans la région de Grenoble et qui fait des miracles. Et qu'elle conseille vraiment que j'aille le voir parce que ça pourrait vraiment m'aider pour retrouver le moral et surtout la mémoire. Et ma maman vient me proposer ça au bord de mon lit. Et moi, ce matin-là, je lui réponds que je pense qu'on va voir un charlatan avec un joint dans la bouche et une boule de cristal. Je réponds comme ça, hein. Mais je lui ajoute que après tout ce qu'on vient de traverser dans l'état où je suis, ça pourra que faire du bien et que donc pourquoi pas, on y go, ça pourra pas faire de mal, quoi. Et puis on y va un matin et puis on arrive là-bas et on arrive dans une petite pièce où il y a sa petite chienne qui me saute sur les genoux et sa petite chienne, elle s'appelait Carrera, comme les Porsche Carrera. Donc ça, c'était dingue. Et puis il se présente à nous et pendant peut-être 2 heures, il nous raconte son parcours, d'où il en est venu, une grande carrière d'entraîneur d'une équipe de rugby, d'une grande équipe de rugby, 6 enfants, une belle carrière et tout, rien à voir avec l'hypnose. Et puis à la retraite, il s'est passionné par l'hypnose et il s'est découvert un talent. Et il nous raconte un peu des miracles qu'il a fait, il nous fait lire des témoignages écrits à la main de trucs de fou qu'il me fait lire. Et hyper rassurant comme monsieur. Et à la fin, il se rapproche de moi et il me met les 2 mains sur les genoux et il me dit écoute, Axel, on va se voir 5 ou 6 fois pour 5 ou 6 séances d'hypnose sur les semaines qui vont suivre. Moi, je te promets que je vais te faire retrouver la mémoire. Tu vas retourner à l'école, tu seras premier de classe, alors que moi, j'étais toujours premier de classe, mais en partant par la fin. Et le plus précieux qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va faire du lâcher-prise, parce que je sens bien que c'est compliqué tout ce que tu viens de vivre psychologiquement et physiquement, et il faut que tu prennes du recul avec tout ça. Donc, on va faire du lâcher-prise pour te faire prendre un peu de recul avec tout ça. Moi, dans ma tête, je me dis, mais lui, il est fou, il est fou, il est fou, il est fou, il est fou. Et puis, on repart, on continue la radiothérapie, la convalescence, et puis sur les 4 mois qui vont suivre, à peu près, on va le voir régulièrement. Et après 5 ou 6 séances avec lui, du jour au lendemain, je vais retrouver la mémoire du jour au lendemain. Et quelques jours après, je vais retourner à l'école. Et quelques mois après, je serai deuxième de classe. C'était incroyable, c'était inespéré, ça. Et il m'a terriblement aidé à prendre du recul avec tout ça. Le lâcher-prise dont il parlait, c'est incroyable comme il m'a aidé à reprendre le moral, l'envie, à prendre de la distance avec ses souvenirs, avec ses peurs, avec ses sensations. Il a été juste ultra précieux. Et c'est fou parce qu'il est invité à mon mariage. Il a 75 ans aujourd'hui et il est invité à mon mariage et il sera là. Et c'est juste incroyable. Et puis je suis retourné à l'école, du coup, et pendant les 6 premiers mois à l'école, je sortais jamais de la classe pendant les temps de récréation parce que j'avais complètement perdu confiance en moi,
en les gens qui m'entouraient. J'avais complètement perdu confiance et j'ai fait la rencontre d'une équipe incroyable, 5 amis extraordinaires, 4 filles et un garçon. La troupe que je vois encore aujourd'hui, qui sont là aussi à mon mariage et qui sont encore aujourd'hui comme des petits anges gardiens. Et je suis devenu un garçon plein de vie, vivant à 150%, une vraie boule d'énergie, de joie et d'émotion. Et j'ai fini par avoir mon bac avec une mention assez bien. C'était inespéré, mais à quelques dixièmes de la mention bien, donc c'était triste, mais c'était quand même incroyable. Et puis j'ai continué mes études, j'ai fait un bac plus 5, j'ai fini par un master manager et entreprendre pour une économie positive, donc très, très centré sur l'humain, que j'avais besoin de bosser avec les humains et de travailler avec les humains au quotidien. Ma mission depuis que je suis revenu à la vie, c'est de partager des sourires et de la vie autour de moi. Et c'est tellement contagieux, tellement précieux que ça sera ma mission à vie. Et puis voilà, et puis en fin de master, je me suis dit, j'ai un bac plus 5, un master 2, manager et entreprendre, mais que faire quoi? Et j'avais besoin de bosser avec des humains, pour des humains. Et j'ai été attiré par le métier de recruteur, de faire du recrutement parce qu'on rencontre des gens, on parle de parcours de vie, de qualité, de vocation, de job de rêve, etc. Donc ça pouvait me plaire. Et j'ai été embauché à Genève où j'ai rejoint ma fiancée avec qui je suis, ma copine avec qui je suis fiancé aujourd'hui. Et j'ai fait pendant 2 ans du recrutement, je me suis éclaté, je comptais pas mes heures, je me suis 70 heures par semaine, mais j'adorais mon métier qui était vraiment centré sur l'humain et tout, mais qui était encore quand même trop loin du bien-être intrinsèque, du sourire des gens, quoi. Et je me suis mis au chômage juste au début du Covid. Donc ça faisait un peu peur, ça. C'était pas du tout confortable, même si j'avais un très bon chômage et tout. Je me suis rapproché du monde de la santé. Et donc, j'ai brainstormé, j'ai rencontré, je suis allé rencontrer des gens, je suis allé toquer aux portes un peu partout. J'ai découvert le monde des EMS, les établissements médico-sociaux à Genève. C'est ce qu'on appelle les maisons de retraite en France. Il y en a une cinquantaine sur Genève. Et je les découvre grâce à la Villa Mona, une maison entourée d'un jardin où on finit sa vie en joie, en bonheur, en sourire, en émotion, quoi. Et tous les mots-clés de ce site internet, c'était moi. Et c'était génial. Pas un mouroir, pas une clinique, pas une maison de retraite, vraiment une maison où on finit sa vie le plus positivement possible, quoi. Et je me vois vivre là-dedans, quoi. Et je me rends compte qu'à la Villa Mona, il y a une équipe d'animateurs socioculturels. Donc je me dis, tiens, c'est génial ça, c'est des animateurs. Je vais voir les autres sites internet des autres EMS et je vois que dans chaque EMS, il y a des animateurs. J'en rajoute une quinzaine sur LinkedIn, j'en rencontre 3 ou 4 et tout. Et en fait, je me rends compte que ce métier-là, c'est de se lever tous les matins pour aller faire vivre, faire sourire, faire se sentir bien ces gens-là, quoi. Animer, faire vivre cette maison. Donc juste le métier de mes rêves, ma mission du quotidien comme métier, quoi. Donc ça serait pas bosser, ce serait me lever pour aller m'éclater, quoi. Le mois qui suit, je dépose 36 dossiers dans 36 EMS en un mois, en commençant par la Villa Mona. J'ai 5 entretiens, alors que j'y connaissais rien du tout à ce milieu-là, que je venais pas du tout du milieu de la santé, des personnes âgées et tout. 5 entretiens, 4 qui veulent m'embaucher alors qu'ils n'avaient pas de besoin, mais toujours pas la Villa Mona pour un stage de découverte, hein, juste pour un stage de découverte, mais toujours pas de retour de la Villa Mona. Et je fais un sixième entretien à la Tour d'Hermance, au bord du lac. Je me présente pendant 20 minutes, je raconte mon parcours de vie et pourquoi j'en suis là aujourd'hui. Et je m'arrête et le directeur de la Tour d'Hermance pose ses lunettes. Il me dit, écoutez Axel, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Il faut absolument pas que vous bossiez chez moi. Est-ce que vous connaissez la Villa Mona? Et là, je frissonne partout et je dis, ben oui, oui, bien sûr, je rêve de bosser là-bas, mais j'ai toujours pas de retour. Ça m'inquiète un petit peu. Il me dit, écoutez, le patron de la Villa Mona, c'est mon meilleur ami. On travaille beaucoup ensemble. Il faut absolument qu'il vous embauche. Je l'appelle demain. Je vous tiens au courant. Et le lendemain matin, il m'appelle. Et le lendemain après-midi, il m'appelle et il me dit que je suis pris en stage de découverte à la Villa Mona pour 5 mois. Et ça fait aujourd'hui 9 mois que je travaille là-bas, que je suis en CDD jusqu'à septembre là, et que j'espère continuer après parce que je m'éclate au quotidien, que je me lève tous les matins pour aller faire vibrer, sourire et vivre des personnes qui en ont besoin. Et c'est un bonheur immense. C'est la plus belle de mes missions au quotidien. Et donc, je suis le plus heureux de la planète aujourd'hui. Je vois toujours double, mais j'ai appris à vivre comme ça. Je conduis des voitures de sport, même parfois de course sur circuit en voyant double. J'ai toujours appris à faire comme ça, donc c'est fatigant, mais à part ça, la vie est belle. Je prends un peu de mélatonine tous les soirs pour pouvoir dormir la nuit, parce que j'en ai plus dans le cerveau. Mais à part ça, bah, tout va bien. Le plus dur de tout ça, de vivre avec tous ces souvenirs. Et c'est pour ça que ma phrase aujourd'hui, c'est faire de sa vie la plus belle de ses histoires. C'est trop important parce que moi, ça m'a permis de m'en sortir, de transformer toute cette horreur en une vraie force. Qu'au-delà de me faire du bien à moi, je me suis rendu compte que ça faisait du bien autour de moi et que de se ressentir vivre, c'est trop puissant et c'est la meilleure façon pour pouvoir rayonner ensuite. Et une personne qui rayonne, c'est une personne qui fait du bien au monde qui l'entoure. Et ça, c'est trop contagieux, trop précieux.
Et donc, c'est ma mission à moi. Ce discours-là que je vous ai raconté aujourd'hui, là, je le fais depuis maintenant 9 ans. C'est fou. Et je le ferai toute ma vie quand je serai sur un fauteuil roulant ou avec un déambulateur que j'appellerai ma Rolls-Royce. Moi, quand je serai vieux, mais pas mon déambulateur parce que c'est pas joli le mot déambulateur. J'irai le raconter toujours parce que ça fait du bien aux gens, que ce soit des enfants de 12 ans ou des personnes de 60 ans, ça fait du bien et ça me fait aussi du bien à moi. Ça m'enlève un poids énorme. Je me sens tellement plus léger après. Et la vie, elle est trop précieuse. C'est un cadeau qu'on nous a fait d'être vivant et de pouvoir vivre cette aventure-là. Et donc, il faut en faire une vie géniale, quoi. Il faut en faire une boule d'émotions, de joie, de rencontres, de frissons. Et je sais trop bien, depuis ces 10 ans, j'ai trop vu de personnes partir parce qu'elles y croyaient pas et d'autres personnes survivre parce qu'elles en avaient envie et qu'elles y croyaient. Et c'est l'inconscient, c'est 90% du cerveau qu'on connaît pas. Et c'est grâce à ça qu'on est vivant ou qu'on meurt. Et c'est trop important. Et donc, il faut s'éclater. Il faut faire de sa vie une vraie boule de kiff. Tiens, une vraie boule de kiff, c'est joli comme phrase, ça. Ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est que les gens qui vont nous écouter là, mais il faut pas hésiter une seconde de venir me rajouter sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, de venir discuter avec moi, de venir me rencontrer, de venir rouler en voiture de sport avec moi pour se ressentir vibrer de 180% du bout des doigts de pied jusqu'en haut des petits cheveux qui sont là-haut. Même ceux qui n'ont pas de cheveux, même ils se sentiront vibrer jusqu'en haut du crâne, comme ça. Mais juste venir partager, échanger, se rencontrer, partager de la vie et prenez soin de vous. Et s'il faut finir avec une phrase qui est super banale, mais c'est comme ça que j'ai terminé mon livre, qui s'appelle Histoire d'une vie. Si vous voulez le lire, ce livre, je raconte tout de A à Z. Je finis en disant que par une phrase toute banale, mais qui est tellement vraie, qui dit juste que la vie est belle. Et ça, c'est juste tellement vrai et tellement précieux. Et donc voilà, on finit comme ça et c'est... Elle est claire en moi, la décision de résilience, c'est réussir à transformer une épreuve en une vraie force. Parce qu'en fait, toute épreuve est terrible. Je dis souvent que parfois on me dit mais c'est fou ce que tu as vécu, c'est terrible et tout, félicitations. Mais non, tu traverses la place Bellecour à Lyon avec 5 ampoules dans une chaussure de costume qui te fait mal, ben tu vis un truc horrible, tu vois, c'est horrible ça, c'est une vraie épreuve ça aussi. Mais en fait, il n'y a pas d'épreuve plus dure que les autres. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Il y a bien pire. Chaque épreuve est une épreuve, mais en fait, chaque épreuve permet de grandir énormément. Et donc, si on voit l'épreuve comme une chance, comme une vraie force, c'est ça la résilience. Pour moi, c'est réussir à transformer quelque chose de difficile en une vraie force et en un vrai trésor. Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Et je pense que dans chaque épreuve, il y a un vrai trésor à trouver. Mais il faut le trouver, il faut avoir la force de le trouver, il faut avoir l'envie aussi. Mais c'est ça la résilience. Ouais, c'est ça. Axel nous partage l'importance d'y croire, de cette fureur de vie qu'il a découverte 2 ans après son diagnostic à la sortie d'une opération qu'il avait une chance sur 1000 de traverser. Sourire à des inconnus, admirer le monde autour de soi, se rencontrer, bref, autant de petits moments de vie anodins que la maladie lui a interdit, qu'il a enfin pu retrouver et chérir plus que jamais. Selon l'Institut national du cancer, plus de 2000 nouveaux diagnostics sont posés chaque année en France chez des enfants de 0 à 17 ans, dont certains semblables à celui qu'Axel a traversé. À ces chiffres s'ajoutent les difficultés de diagnostic lors de cette période. En proie à de multiples changements corporels au cours de la puberté, les adolescents ne s'inquiètent pas forcément face à leurs symptômes. Une timidité et une pudeur plus marquées qu'à l'âge adulte peuvent également ralentir le diagnostic, d'autant que les cancers de l'enfant et de l'adolescent sont heureusement rares. Mais la prise en charge de ces derniers ne cesse de s'améliorer, donnant lieu à des histoires de vie comme celle d'Axel, dans lesquelles force et vulnérabilité s'entremêlent. Enfin, si vous aussi avez croisé le cancer sur votre chemin, Résilience est une application pour aider chacun et chacune à mieux vivre le cancer au quotidien et vous accompagner sur le chemin de la résilience. Rejoignez le mouvement. Merci à Axel pour ce précieux témoignage, mais aussi à vous de nous avoir écoutés. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle histoire.